Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, une entreprise sociale qui accompagne les jeunes à trouver leur futur métier et leur futur stage. On se retrouve aujourd'hui au centre hospitalier d'Auxerre pour une nouvelle visite virtuelle et moi je vais tout de suite retrouver Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ton rôle ici à l'hôpital ? Oui, alors je m'appelle Nadège, je suis chargée de communication pour le centre hospitalier d'Auxerre. J'interviens au service des services pour tout ce qui est communication interne, externe, avec les patients, avec les familles et les agents. Ok. Et je crois qu'aujourd'hui, le but de cette visite, c'est d'avoir tout un parcours de soins, c'est ça ? C'est ça, on a conçu un petit parcours type d'un patient qui va d'abord passer un appel au centre 15 pour décrire ses symptômes. Le médecin nous dira que c'est une cause cardiologique. On ira faire un petit tour en cardiologie. Et ensuite, on verra une infirmière addictologue, tabacologue. Ok. Eh ben, je te suis pour rencontrer la première personne ? Ok, c'est parti. Merci beaucoup. Donc là, on arrive devant le centre des appels, c'est bien ça ? Alors oui, on appelle ça une salle de régulation. C'est là où on reçoit les appels pour le centre 15. Et donc, je vais vous présenter Virginie, qui est assistante de régulation médicale. Ok, très bien. Bah, allons rencontrer Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Hop, on va sortir pour pas déranger tes collègues, de se mettre juste là. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais exactement au centre des appels ? Oui, alors je réponds aux appels des personnes qui composent le 15 de chez eux, à savoir que on s'occupe de tout le département, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans le département qui composent le 15 atterrissent chez nous dans la salle de régulation. Ça représente à peu près combien d'appels par jour en moyenne, si tu as une fourchette à nous donner ? En appel, il faut compter entre 600 et 900 appels par jour. Wow. Ça représente, alors après bon voilà, c'est entre les week-ends, voilà, c'est pas forcément, mais ça représente à peu près 250 affaires de régulation par jour. D'accord, donc parmi les 900 appels, il y en a 250 qui sont suivis, c'est bien ça ? Non, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on reçoit un appel, on crée un dossier, on passe au médecin, qui nous donne savoir ce qu'on doit faire, si on doit envoyer une ambulance, si c'est juste un conseil, si on doit envoyer l'hélico. Et ensuite, donc on envoie l'ambulance. Après, on a un appel pour le retour avec le bilan des ambulanciers. Puis un autre appel pour l'identité du patient. En fait, voilà, il y a un dossier, ça correspond en fait à plusieurs appels pour la même chose, en fait. D'accord, ok, très bien. Parce que j'imagine qu'effectivement, parmi tous les appels, il n'y a pas forcément l'envoi d'une ambulance en fonction du diagnostic de la situation liée à la personne. Non, on a des appels pour la pharmacie de garde, pour des conseils médicaux, principalement le soir et les week-ends, là où justement il n'y a pas de médecins qui sont disponibles pour recevoir les patients. Donc si je comprends bien, t'as finalement pas trop de journées type ? Non. Non. Il n'y a aucune journée qui ressemble à une autre. C'est-à-dire que quand on prend notre poste, on ne sait jamais quand on décroche ce qu'il va y avoir au bout du fil. Ça peut être très bien de la permanence de soins, donc de la médecine générale classique entre guillemets, à l'urgence vitale. Où là, il faut être vraiment réactif et là, pour le coup, on a la possibilité d'envoyer les secours avant même de passer au médecin parce que on sait dans notre formation que il faut pas perdre de temps, quoi. D'accord, ben justement, en parlant un peu de ta formation, est-ce que tu peux me parler de ton parcours ? Alors moi j'ai appris en fait le métier à mon poste. J'ai travaillé 3 ans dans les ambulances, donc j'ai déjà acquis pas mal d'apprentissage au niveau médical de ce côté-là. Et puis après je suis venue ici. Enfin voilà. Mais je sais que depuis peu maintenant, il y a une école qui forme les ARM pour avoir vraiment une formation spécifique avec des connaissances encore beaucoup plus poussées pour les nouveaux arrivants.
Mais en sachant qu'il est tout à fait possible donc d'apprendre sur le tas, en fait, comme ça a été le cas pour toi. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, avec les nouveaux cursus, on est obligé si on veut recruter par exemple du monde, on est obligé de passer par l'école. D'accord, très bien. Et quel autre conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait faire le même métier que toi aujourd'hui? Quelle qualité il devrait avoir, idéalement? Savoir être structuré déjà, parce qu'on a quand même des protocoles bien spécifiques, on fait pas un peu ce qu'on veut. Aimer aussi le côté médical, parce qu'on a énormément quand même de connaissances médicales à avoir. Le travail en équipe aussi, parce que on est en journée 3, oui, plus le médecin régulateur. Des fois on a 2 médecins régulateurs la journée. La nuit on est 2. Mais on est vraiment une équipe, c'est pas d'un côté nous, de l'autre côté les médecins. Il y a vraiment un travail entre nous de communication. Il faut vraiment aimer être en équipe et comment échanger. Enfin, on travaille sous pression, mais on a une une équipe qui nous permet vraiment de calmer quand c'est vraiment compliqué. Il y a un échange avec les médecins vraiment très intéressant, dans la mesure où quand on est pas en difficulté, mais quand on a une situation qui est très compliquée à gérer, on arrive à échanger avec les médecins et ils nous rassurent. Et c'est vraiment un métier passionnant. Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention très complète. Et moi, je vais retrouver tout de suite Nadège pour la suite de la visite. Merci beaucoup. Donc là, on va aller continuer le parcours de soins, c'est bien ça? C'est ça, on va faire comme si Virginie avait régulé un appel d'un patient qui se plaint de douleur dans la poitrine, et on va aller rencontrer un cardiologue. Ok, très bien. Eh bien, je te suis. Oui, je vous emmène. Merci beaucoup. Je vois qu'on vient de passer devant le self. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la vie à l'hôpital? Alors la vie à l'hôpital, c'est une petite ville dans la ville. On est à peu près 1500 à 1600 personnels, médecins, internes. Donc on est assez nombreux. Donc on a un self qui est là pour nous restaurer le midi. Okay. D'ailleurs, je crois que c'est bientôt l'heure de pointe. On voit les chariots qui vont arriver pour aller dans les services de soins. Sinon, que dire sur la vie de l'hôpital? Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres choses mises en œuvre? Alors, on a de temps à autre des animations pour améliorer la qualité de vie au travail. Je suis en train d'organiser une journée de massage et d'hypnose relaxation pour les agents. D'accord. Donc, on a... ça arrive rarement, exceptionnellement, mais c'est quand même des petits avantages qu'on a ici. C'est qu'on peut bénéficier d'animation pour améliorer la qualité de vie au travail. D'accord. Un autre projet qui commence à voir le jour, on a un comité de pilotage sur les développements durables pour essayer d'ancrer des pratiques un peu plus écologiques et économiques, parce qu'on a un chef de pôle qui est très intéressé et très sensible à ces sujets. C'est dans l'air du temps et c'est dans nos préoccupations à tous. Donc il a lancé un nouveau comité de pilotage, donc ça débute maintenant en fait. Ok, mais très bien. Et tous ces événements en tant que responsable du service communication, est-ce que c'est toi qui mets en œuvre tout ça, ou avec qui tu travailles justement pour... Alors ça, c'est la question piège. Oui, je suis toute seule. En ce moment, je suis aidée d'une stagiaire en communication, mais la majeure partie de mon temps, je suis effectivement toute seule pour organiser ce genre de choses. D'accord, donc ça représente quand même une grosse charge de travail. Oui, moi non plus, j'ai pas de routine dans mon métier. Comme disait Virginie, on s'ennuie vraiment pas à l'hôpital. Et toi, qu'est-ce que tu préfères justement dans ton métier? Est-ce que justement le fait de ne pas avoir de routine, c'est quand même un atout dans ton travail? Oui, c'est un réel atout. Je suis une touche à tout. On parle de moi des fois comme un couteau suisse. Je suis avec vous en train de parler des métiers, et juste après, je vais aller compter des dons pour faire des cadeaux de Noël pour les enfants de pédiatrie. Et juste après, je vais aller faire des panneaux de signalétique pour éviter que les patients se perdent dans l'hôpital. Oui, donc c'est vraiment des sujets divers et variés tous les jours. Toute l'année, voilà. J'ai vraiment pas de routine. D'accord. Et ça nécessite du coup à la fois une
enfin une grande polyvalence, comme tu disais, et aussi le fait de bien connaître un peu tous les sujets liés à l'hôpital, finalement. Effectivement, j'ai commencé à l'hôpital il y a 12 ans maintenant. Donc, on va dire que je connais pas mal de services, je connais pas mal d'interlocuteurs et je connais le fonctionnement, en tout cas, de l'hôpital et des services de soins, parce que j'ai eu des expériences par le passé qui font que j'ai cette polyvalence-là. Et est-ce que tu dirais aujourd'hui, justement, que tu connais globalement tous les métiers de l'hôpital ? Je vais répondre non, parce que j'en apprends tous les jours. Depuis 12 ans que je suis ici, j'apprends tous les jours une nouvelle chose, une nouvelle prise en charge, une nouvelle technique. Je rencontre de nouvelles personnes, on a des médecins qui arrivent, on en a qui partent, des nouveaux métiers qui se créent. Donc, non, je connais pas toujours tout. Quoi, par exemple, comme nouveau métier ? Là, on va bientôt recruter un conseiller en transition énergétique. Donc ça, c'est des métiers qui n'existaient pas avant peut-être il y a 2-3 ans. C'est des métiers qui émergent et donc je vais rencontrer une nouvelle personne. D'accord, ça marche. Et donc là, on arrive au service cardiologie, c'est ça ? Alors il y a un petit peu de chemin encore. Les couloirs sont très très longs à l'hôpital. C'est vraiment une ville dans la ville. Il faut connaître tous les recoins. On a vraiment plusieurs bâtiments. Donc le bâtiment de cardiologie, c'est un nouveau bâtiment qui a été inauguré en 2017 ou 2018, je ne sais plus. C'est vraiment un bâtiment qui est tout récent, qui a été ajouté. Donc en fait là on a parcouru un des bâtiments historiques de l'hôpital. D'accord, okay. Là on arrive dans le couloir où on a nos équipes donc là on est passé devant le brancardage, devant l'hygiène, devant des bureaux de personnel administratif sur le droit des patients. Là on traverse sur la partie du bio-nettoyage. Donc ce sont les agents qui assurent le nettoyage et l'hygiène des chambres et des parties communes. Ok. Oui, donc c'est vraiment, quand tu dis une ville dans la ville, en fait, mais déjà je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de professionnels, 1500, c'est énorme. Alors ça varie, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, entre 1500, 1600, 1700, ça dépend des années, parce qu'on a des semestres d'internes, on en a plus ou moins, les semestres, c'est de novembre à mai et de mai à novembre, donc on peut avoir un nombre qui varie en fonction. D'accord. Donc là, ça y est, on est enfin arrivé en unité cardiologie, c'est ça ? Oui, c'est notre service de cardiologie. Donc là, on arrive devant l'unité de soins intensifs de cardiologie. Okay. Sur le côté du couloir, on a notre bloc opératoire de cardiologie. Et on va rejoindre Dr Malem, donc Brahim, qui est cardiologue. Il est dans la salle SAPIC. D'accord. Donc la salle de cardiologie interventionnelle, c'est ça ? Voilà, c'est la salle d'accueil péri-interventionnelle de cardiologie. D'accord, ok. C'est un petit peu comme la salle de réveil après une intervention. Ok, ça marche. Allons-y. Bonjour Brahim. Bonjour Brahim. Je te laisse... Ouais, merci, je veux bien. Donc explique-moi ce que tu fais ici en unité cardiologie interventionnelle. Bonjour à tous, moi je suis le docteur Malem, un des cardiologues. Plus spécialisé dans le domaine des coronaires, de la coronarographie. Donc nous, dans notre domaine, dans notre surspécialisation, on traite plus particulièrement les infarctus. D'accord. Quand l'artère se bouche complètement, on peut réouvrir l'artère, la déboucher et poser un stent. Ce qui permet de, entre guillemets, sauver le patient. Ok, c'est ça le terme que tu as utilisé, coronaire, c'est lié aux infarctus, c'est ça Les coronaires, en fait, c'est les artères qui irriguent le cœur, c'est les artères qui vont nourrir les cellules musculaires. Et quand elles se bouchent, les cellules musculaires ne sont plus nourries. Et dans ce cas-là, on a une souffrance cardiaque, mais c'est ce qui donne l'infarctus. D'accord. Notre but, tout de suite en phase aiguë, le plus rapidement possible, c'est de réouvrir cette artère, refaire circuler le sang. Et en fait, on pose, entre guillemets, des ressorts, ce qui nous permet de complètement rouvrir l'artère et renourrir ces cellules-là. Ok, donc finalement, tout à l'heure on était à l'unité au centre d'appel. Donc quand il y a un patient qui appelle pour un problème cardiaque type infarctus, c'est toi qui le reçois après le bloc, c'est ça ? Avant le bloc. Avant le bloc, d'accord. C'est vraiment une urgence extrême. C'est comme je vous disais, on va dire que chaque minute de perdu, c'est du muscle de perdu. Donc, comme vous avez vu avec mes collègues du SAMU, quand on appelle pour une douleur thoracique, la prise en charge est assez rapide. Et dans la majorité des cas, dans les infarctus, les patients sont directement pris en charge en salle de coronarographie, ce qui fait moins d'attente et vraiment, il faut être le plus rapide sur ce genre de pathologie.
Et est-ce que tu peux me parler de ta journée type, s'il y en a une ou pas forcément du coup? Donc moi, ma journée type, comme je suis plus ciblé en interventionnel, je passe quasiment la moitié de mon temps au bloc à faire des coronarographies. Donc on a certes les infarctus, mais on a aussi les patients chez qui on fait des coronarographies en prévention avant qu'ils fassent l'infarctus ou pour faire un bilan. Ensuite, on a notre super pause déjeuner. On mange au self de l'hôpital. Est-ce que c'est bon? C'est top. C'est excellent. J'ai perdu du poids depuis que je suis là. Okay. Donc, et ensuite, dans la majorité des cas, on a une après-midi où on peut voir les patients soit pour leur suivi en consultation, soit faire des examens complémentaires comme les échographies, faire des tests pour vraiment le suivi du patient. D'accord. Donc finalement, tu vas quand même suivre globalement dès l'arrivée du patient jusqu'à sa sortie? Ouais, le patient, une fois qu'il est en salle de coronarographie, une fois qu'on a débouché l'artère, il va être tout de suite hospitalisé aux soins intensifs pendant 1 à 2 jours, où on va le suivre, on va voir comment il évolue, si ça se passe bien. Ensuite, il va passer en cardiologie. En tout, on va compter 5 à 7 jours d'hospitalisation et il va rentrer chez lui. Et ce qui est important, c'est vraiment ce retour à domicile, parce qu'ensuite, le patient va devoir le suivre. Oui. Donc on le suivra, il sera chez lui, ça sera lui de gérer ses traitements, à lui de gérer sa prévention. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le revoit le patient, voir comment ça s'est passé, s'il prend bien ses traitements, changer un peu ses médicaments, optimiser tout ça. Donc c'est vraiment un suivi au long cours où un patient, dès qu'il rentre dans la filière cardiologique, va y rester. D'accord, donc ça c'est ton rôle aussi, le suivi? Exactement. Donc, hormis le bloc où on est vraiment dans l'interventionnel, on a aussi ce rôle de prévention, de suivi du patient et plus de cardiologue en globalité. Alors, on reste des cardiologues, même si on fait de l'interventionnel, on reste des cardiologues, donc on gère toutes les pathologies cardiaques, pas que les coronaires. Donc on va suivre un patient insuffisant cardiaque, une arythmie, et on va vraiment le prendre en charge de A à Z. D'accord, juste une petite précision, quand tu dis que tu es au bloc, que tu fais de l'interventionnel, c'est toi qui ouvres la cage thoracique? En fait, nous, l'avantage de la cardiologie interventionnelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir, on est vraiment mini-invasif. En fait, dans la majorité des cas, dans plus de 90% des cas, on arrive juste avec la petite artère du poignet, à aller jusqu'au cœur et à faire nos interventions avec des sondes spécifiques, bien sûr. Mais on arrive à monter jusqu'au cœur avec une petite piqûre au poignet qui se fait sous anesthésie locale. Ah oui, d'accord, c'est impressionnant, je savais pas du tout. En fait, pour traiter une coronaire, on n'a pas besoin de faire des chirurgies, des pontages, où là, on ouvre le sternum et là, c'est un peu plus chaud. Ok. Là, avec une petite piqûre au poignet, ils ne gardent pas de cicatrices, on peut les sauver, on peut les améliorer. D'accord. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? Comment tu es arrivé ici? En fait, il y avait une porte ouverte, il y avait une blouse de médecin. Je l'ai mise, il y avait écrit Dr Malem, donc depuis. Alors j'ai fait un parcours assez classique, j'ai fait dans le collège, puis ensuite je suis arrivé au lycée, j'ai fait une seconde générale. J'avais une option sport parce que j'étais sportif à l'époque, mais plus maintenant. Et ensuite j'ai fait un bac S. Donc de la première terminale bac S. J'ai toujours su que je voulais faire médecine. Même quand j'étais petit, c'est mes anciens profs que je croisais qui me disaient tu disais déjà que tu voulais être cardiologue, tu voulais être docteur. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Après le bac S, j'ai fait la première année de médecine. Et puis ensuite, je pense que vous le savez, c'est première année de médecine avec le concours. Et ensuite, on continue pendant 6 ans. Ouais. On fait 6 années de médecine où on peut alterner entre des stages à l'hôpital et la formation vraiment théorique. Et après ces 6 ans, c'est là où tu choisis ta spécialisation. Donc tu fais 6 ans de médecine générale et ensuite un concours national au bout de ces 6 ans où tu vas choisir ta spécialisation, ton domaine, ta spécialité. Et une fois que tu as choisi ta spécialité, ça peut osciller entre 3 à 5 ans de spécialisation avant d'être docteur. D'accord. Et est-ce que avant d'être docteur, tu as été interne au centre hospitalier d'Auxerre? Oui, moi je suis originaire du coin, je suis originaire d'un petit village que je citerai, Saint-Julien-du-Sault. Je connais. Bonjour à tous. Donc je suis originaire de Lyon, donc j'ai toujours été attaché à cette région. Donc, j'ai fait mes études à Dijon. Et une fois que j'ai passé ce fameux concours, au bout de ces 6 ans de médecine, on peut choisir la région sur laquelle on est affecté. Ouais. J'ai décidé de rester déjà en Bourgogne. Ouais. Et ensuite, on choisit entre guillemets les terrains de stage quand tu es interne. Tu choisis tes terrains de stage, tu peux aller n'importe où en Bourgogne, Nevers, Auxerre, Châlons, Dijon. Et moi, je suis passé 3 fois. Sur 8 semestres, j'ai fait 3 semestres ici à Auxerre. Et le projet qu'on m'a proposé ici était vraiment plaisant sur le plan professionnel comme personnel. Donc j'ai décidé de rester ici et je ne regrette pas pour l'instant. D'accord, parce que qu'est-ce qu'il a de plus, ce projet dont tu parles finalement? De l'argent. Non, pardon. Là, comme vous avez vu, là, on a une nouvelle structure avec
On fait vraiment de la cardiologie hyper spécialisée qui est d'un très bon niveau. On a une structure qui est neuve, on a du matériel dernier cri. On peut faire à peu près tout ce que l'on veut en termes de coronaire sur place ici dans un petit hôpital, on va dire départemental, un petit hôpital local. On n'a pas envié grand-chose au grand CHU. On a quand même un plateau technique qui est complet dans une ville moyenne qui est assez sympathique. Donc ça te permet d'allier le côté pro et le côté perso aussi. Ouais, ok. Donc pour des jeunes qui vaudraient se lancer en cardiologie, finalement, Auxerre, c'est un très bon superbe. terrain. Oh, venez. Auxerre, moi j'ai trouvé mon équilibre ici. Clairement, sur le plan professionnel, je suis totalement épanoui. Ouais. Sur le plan perso aussi. Mais sur le plan professionnel, je suis totalement épanoui. Je peux faire, entre guillemets, ce que je veux et ce que je peux pour les patients, pour moi, pour ma formation. Et j'arrive à me dégager aussi du temps personnel pour ma femme, pour ma fille, pour ma famille. Ok. Très bien, le meilleur équilibre. Faites cardiologie. Et dernière chose que je voulais te demander, quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait faire de la cardiologie ? Déjà, on va commencer par la médecine. C'est sûr que vous l'avez tous entendu, c'est une année qui reste très difficile où il faut travailler. Mais le sacrifice que tu vas avoir pendant quelques années, il va vraiment t'être bénéfique. Tu vas pas regretter d'avoir, entre guillemets, souffert ou d'avoir... c'est pas de la perte de temps. Dans tous les cas, même si tu n'arrives pas à faire médecine, pour ta prochaine réorientation, ça sera vraiment un surplus, ça sera un gain, une expérience en plus. Donc il faut vraiment être assidu, ne pas lâcher, vraiment trouver la motivation. Et puis vous y arriverez. Il n'y a pas de raison. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention très complète. Et moi, je vais retrouver... pour la suite de la visite. Et moi, je vais aller prendre mon petit café parce que c'est la pause. Bon, merci à tous. Merci beaucoup. Merci Brahim. Et donc on poursuit la visite. On va aller dans le service de cardiologie. On va retrouver Virginie qui est infirmière addictologue tabacologue. D'accord, donc finalement c'est dans la continuité. C'est la suite de notre parcours. D'accord. Voilà. Okay. Un patient qui a eu une intervention en cardiologie, on peut imaginer qu'il va recevoir beaucoup de conseils sur son hygiène de vie, le sport, la nourriture, la diététique et donc la tabacologie. D'accord, ok. S'il fume, bien sûr. Si le patient est fumeur, évidemment. Ok, et je te suis pour cette dernière étape de la visite. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on arrive ? Alors, on arrive dans le service d'hospitalisation de cardiologie. Ok. On va aller à la rencontre de Virginie, qui est une infirmière tabacologue. Ok. Et drôle de coïncidence, on a nos supports de communication pour l'opération Le mois sans tabac au mois de novembre. Du 1er au 31 novembre, on a un challenge pour aider les gens à arrêter de fumer. Du coup, la coïncidence est plutôt sympa. On arrive pile. On arrive pile au bon moment. Oui. C'est parfait. On va se diriger vers une chambre de patient. Virginie est là. Ah. Bonjour Virginie. Bonjour Virginie. J'accompagnais donc Anaïs dans une chambre de patient puisque c'est là que tu rencontres les patients. Donc je te laisse finir la visite avec Anaïs. Oui. Super, moi je te suis. Oui. Donc toi, quel est ton rôle au sein de l'hôpital en tant que tabacologue ? Donc moi je vois tous les patients qui fument en cardiologie. Ouais. Donc dès qu'ils arrivent après un infarct, très régulièrement, je les vois pour faire un sevrage tabac ou pendant l'hospite pour débuter, on va dire, et apprendre à comment arrêter et puis continuer dans le meilleur des cas. D'accord. Et j'ai cru comprendre que tu assurais à la fois des consultations externes et que tu allais voir aussi les patients éventuellement vraiment dans leur chambre là où ils sont. Tout à fait. Donc je les vois dans les chambres et puis après je leur donne mes coordonnées et ils peuvent revenir en consultation externe en prenant rendez-vous. Ah, donc là on arrive dans une chambre patient où tu vas les voir directement après l'hospitalisation, c'est ça ? Pendant l'hospitalisation. Donc ils arrivent en coro, ils sont stentés, le médecin leur dit ça serait bien d'arrêter de fumer. Et moi je les vois donc dans les chambres directement, en soins intensifs. Et régulièrement après en cardiologie pour évaluer un petit peu le sevrage. D'accord, ok. On va aller voir cette chambre. Oui. Et du coup, comment ça se passe alors quand tu vas le voir ? Parce que j'imagine que tu peux avoir plusieurs rôles en fonction des patients, c'est ça ? Alors il y a le patient qui veut arrêter de fumer, qui a eu très peur et qui me dit oh là là, j'y avais pensé, mais là c'est vraiment il faut que j'arrête. Il y a le patient qui dit moi j'y crois pas trop, de toute façon c'est parce que je mange mal, parce que je suis stressée. Et puis, il y a les patients qui se disent « Ouais, il faudrait que j'essaye d'arrêter, mais bon, ça va être difficile avec la vie, tout ça. » Et puis les patchs, moi, j'y crois pas, donc voilà.
Donc il y a plein de discours différents et puis de sevrage. Et parfois les gens veulent arrêter et puis se disent ah bah oui en fait c'est très simple d'arrêter. Donc le but c'est que je les voie donc en hospice et après en consultation externe. D'accord, donc tu assures vraiment un suivi sur le long terme en fait. Tout à fait. Et parfois je les vois alors très longtemps et parfois je les vois en hospitalisation. Je leur donne mes coordonnées, ils arrêtent ou ils n'arrêtent pas. Et puis, je les revois des fois 6 mois après et ils reviennent en me disant, voilà, je vous ai rencontré en cardiologie, j'étais pas prêt, mais là aujourd'hui je suis prêt. Okay. Donc c'est aussi une réussite à ce moment-là parce que c'est l'expérience d'avoir mis des substituts, d'avoir arrêté pendant 5 jours et de vouloir réarrêter après. Donc c'est pas non plus que l'arrêt du jour de l'infarct. Parfois, il faut du temps pour que le patient réfléchissent à ce qui s'est passé et puis mettre des fois un peu d'ordre dans sa vie parce que c'est aussi une grosse pathologie de l'infarctus du myocarde. C'est ce que j'allais te demander justement. On parle d'infarctus depuis tout à l'heure. On est au service donc cardiologie, donc ce qui semble tout à fait naturel. Mais est-ce que le tabac c'est finalement le lien direct avec le déclenchement d'un infarctus? Tout à fait. C'est le premier facteur de risque en tout cas. Donc on peut dire que l'arrêt du tabac est le traitement. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a plus de monoxyde de carbone au bout de 48 heures, donc c'est rapide. Les spasmes sont disparus dès qu'ils arrêtent de fumer, donc c'est dès qu'ils sont en hospice. Et puis, surtout, le traitement agit à 100% et non à 65-70% s'ils continuent à fumer. Donc les bénéfices, c'est rapide et c'est pas « je fume pendant 40 ans, c'est pas grave, il faut pas que j'arrête », c'est pas nécessaire. D'accord. Il y a toujours un bénéfice à l'arrêt. Ok, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, finalement, même en ayant fumé pendant des années, on peut arrêter du jour au lendemain et en ressentir des bénéfices assez rapides, c'est ça ? Très rapide, oui. Ok, ça c'est vrai que c'est une idée reçue qu'on n'a pas forcément en tête. Est-ce que tu peux me parler aussi un petit peu de ton parcours et de ta formation déjà à l'origine aussi ? Oui. Donc moi donc j'ai fait le bac SMS, donc sciences médico et sociales. Après je suis arrivée à l'école d'infirmière, j'ai fait l'IPSI. Je suis diplômée depuis novembre 2004 et je suis arrivée en service de soins en pneumologie. Donc j'étais infirmière en pneumologie pendant 7 ans. Et pendant la pneumologie, j'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient, qui devaient arrêter de fumer. Et je me disais toujours, mais ils n'ont pas de volonté, ils n'arrêtent pas de fumer. Pourquoi ils n'arrêtent pas de fumer ? Ils sont malades. Donc je les voyais mourir du tabac, d'un cancer, d'une insuffisance respiratoire. Ils fumaient avec de l'oxygène, qui était inconcevable pour moi, soignante et infirmière. Et puis, je me suis posé cette bonne question et un médecin m'a dit « Mais pourquoi tu n'es pas tabacologue ? Je te vois bien dans ton relationnel à aider les gens. » Et je me suis lancée donc, dans le diplôme interuniversitaire à Kremlin-Bicêtre pour être tabacologue. Donc, je suis tabacologue depuis 2010. Ok. Et donc, sur l'hôpital, il y a eu un poste de créé, l'ELSA. Donc, c'est l'équipe de liaison en soins d'addictologie pour assurer des consultations tabaco-addicto dans tout l'hôpital et surtout en consultation externe pour suivre nos patients hospitalisés. Donc en faisant des consultes tabaco, je me suis rendu compte que c'était compliqué de faire que de la tabaco. Il fallait aussi voir les autres addictions. Donc j'ai fait un diplôme universitaire d'addictologie 2 ans après, donc que j'ai eu en 2013 pour amplifier un petit peu la demande parce que l'alcool c'est quand même très récurrent et c'est aussi quand même un facteur au niveau cardiaque et après dans tous les autres services aussi. Ouais. Quand tu parles justement d'addictologie, j'imagine que tu fais pas seulement référence à l'alcool mais aussi aux drogues peut-être. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Donc le cannabis, les drogues. Je fais un petit peu sur les écrans aussi. Parce que, les crises d'épilepsie sur les écrans chez les jeunes, c'est quand même beaucoup dû aux écrans le soir et à la nuit et voilà. Et c'est quelque chose de très à la mode, pas que chez les jeunes. Et donc ça, c'est aussi une option dans l'addictologie. Et on va parler un petit peu plus de ton métier au quotidien. Oui. Ça représente combien, par exemple, tu vois combien de patients par jour et comment ça se déroule une séance, si je peux appeler ça comme ça, avec un patient ? Donc les premières séances, les consultations initiales, en gros, c'est 3 quarts d'heure parce qu'il faut quand même connaître le patient, son environnement, sa famille, comment il vit, parler du toxique, que ce soit le tabac, l'alcool. Comment il a commencé, l'histoire un petit peu dans l'arrivée du produit.
Et puis après, expliquer la pathologie, expliquer les bénéfices, et toujours travailler sur les motivations et les bénéfices. On va toujours vers le haut et non vers le bas. Dès que le patient dit ça va être compliqué, non, ça va pas être compliqué, vous allez y arriver. Et on est toujours dans ça. Et puis après, en revoyant les patients, je suis toujours dans la motivation. S'ils ont repris une cigarette par exemple, c'est pas une rechute mais une reprise. Et pour moi, c'est l'expérience qui fait que on y arrive à un moment donné. Donc c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de patience avec les patients qui sont pas toujours parfois très compliants ou qui sont pas toujours à l'heure, qui sont pas toujours. Il y a quand même beaucoup de problématiques avec certains patients parce que ils voient pas c'est tout de suite et pas du tout de suite, mais voilà. Et en termes de charge de travail, tu vois combien de patients par jour en moyenne ? En moyenne, je vois 6-7 patients par jour. Donc, aux consultations externes, c'est vrai que c'est plus facile parce que les gens, c'est les uns derrière les autres. Donc, je les vois, ils viennent au rendez-vous. Dans les services, il faut aller voir le dossier, voir ce que le patient a eu comme pathologie, venir voir le patient et après remettre des transmissions dans le dossier. Donc, ça prend beaucoup plus de temps dans les services. Et puis, c'est aussi discuter avec l'équipe. Parce que des fois, le patient, il fume dans la chambre, donc il faut un petit peu... Donc le patient, moi, je ne vais pas lui dire « Ah, vous avez fumé dans la chambre ». Non, j'ai plus... je suis tabacologue, qu'est-ce qui se passe ? Ou il dit qu'il a fumé, ou il ne dit pas qu'il a fumé dans la chambre, mais voilà. Et puis relativiser avec aussi les équipes aussi. Voilà, il faut aussi assouplir un petit peu. Donc c'est beaucoup une période d'écoute. C'est le bon moyen, c'est arriver dans une chambre et s'asseoir sur la chaise. Et le patient, déjà, il dit elle va prendre le temps, elle va m'écouter. Et là, c'est se mettre au même niveau que les gens. Et parfois, on parle de la prise en charge à 100%, de la mutuelle. Donc, on se rend compte parfois qu'il y a des gens qui n'ont pas de mutuelle, qui n'ont même pas de sécurité sociale. Les papiers ne sont pas toujours faits. Donc là, ça me permet aussi de faire un lien avec l'assistance sociale, les psychologues quand il y a une problématique psycho derrière. Donc voilà, le métier tabacologue, addictologue n'est pas que le métier pour, on va dire, faire arrêter les gens dans les toxiques. D'accord. C'est super parce que ça présente une vision assez large de ton métier. Et dernière chose que je voulais te demander, à t'entendre, donc j'ai bien compris justement qu'il fallait de l'écoute, beaucoup pour être tabacologue, mais qu'est-ce que tu dirais qu'un jeune doit avoir comme caractéristique pour faire ce métier-là ? Alors, il faut aimer l'humain, déjà, aimer les gens, aimer aller à l'encontre. Toujours être souriant, vouloir aller vers l'autre, parce que il y a des jours où on n'a pas envie et on n'est pas nous moralement plus ou moins, mais le patient n'a pas lieu de le ressentir. Et puis faut être nous-mêmes en fait. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention Virginie. Et puis moi je vais retrouver Nadège pour conclure cette visite virtuelle. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Je vous reprends le micro. Donc pour conclure cette visite, on se retrouve dans la salle d'attente de cardiologie, ce qui fait sens suite au parcours en fait qu'on vient de faire ensemble. On va parler un petit peu de la formation. Déjà, il me semblait au cours de la visite que tu as dit qu'il y avait des écoles de formation sur place, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. On a donc notre IFSI, donc c'est l'école de formation infirmière. On a l'IFAS, donc c'est l'école de formation aide-soignant. On a également des places ouvertes pour l'école, donc le centre de formation des ARM, donc le métier de Virginie de tout à l'heure, qui régule les appels au centre 15. Et on a des formations qui sont assurées tout au long de la carrière de nos agents, mais là, ça concerne vraiment nos recrues à nous. D'accord. Et justement, aussi en matière de recrutement, quels sont les différents corps de métier au sein de l'hôpital qui recrutent aujourd'hui ? Alors, je dirais que c'est comme tous les hôpitaux de France. On recrute des médecins, on recrute des infirmières, des infirmiers de bloc opératoire, donc qui ont une spécialité pour être affectés en bloc. On a des besoins en infirmiers anesthésistes, pareil, qui ont suivi une spécialisation. Et aussi, on peut avoir des besoins dans d'autres métiers totalement inconnus. On a fait un live hier, on a parlé des manipulateurs radio. On peut avoir des besoins sur des métiers vraiment dans les coulisses de l'hôpital. On a des agents de sécurité, on a des assistantes sociales, on a des agents biomédicaux, on a des chargés de travaux. Enfin, il y a vraiment tout un panel de métiers qui sont dans les coulisses de l'hôpital qui méritent aussi d'être connus et qui peuvent parfois avoir des besoins.
D'accord. Et en matière de recrutement, est-ce que ça vous arrive aussi de prendre des alternances ? Alors l'alternance, on ouvre à partir de septembre prochain l'alternance pour le métier de manipulateur radio. Donc ça, c'est une grande nouveauté pour nous. Sinon, de l'alternance, il faut envoyer des candidatures spontanées et les candidatures sont étudiées au cas par cas. D'accord, ok. Sur les stages d'observation, donc les stages qui sont plutôt faits sur l'année de troisième, oui, c'est ça, tout à fait. on peut prendre des stagiaires, mais hors service de soins. Donc plutôt dans les services administratifs, dans les services techniques, qui n'ont pas trop de liens. Je dirais pas trop de liens avec les patients. Oui, c'est ça, quand tu dis qu'ils n'ont pas trop de liens avec les patients, ça veut dire qu'ils ne doivent pas être en contact avec les patients, c'est ça ? Alors, il peut y avoir parfois des contacts. Je prends l'exemple d'une stagiaire secrétaire médicale, effectivement, on évite qu'elle ait trop de liens avec les patients, mais elle va forcément, à un moment ou à un autre, croiser des patients. C'est surtout sur les prises en charge et sur l'aspect de faire des gestes techniques et ce genre de choses. On évite. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes ? Que finalement, moi j'ai déjà passé 12 ans à l'hôpital et je m'y sens toujours aussi bien. Donc la fonction publique hospitalière, c'est quand même un milieu qui est attirant malgré ce qu'on peut entendre dans les médias ou parfois avec des a priori. Mais finalement, moi c'est un métier, c'est un univers dans lequel je me sens très bien. Ok. En tout cas, ça donne envie et on a découvert pas mal de métiers autour de la cardiologie aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Nadège, pour cette visite. Et je t'en prie, à bientôt. Et moi, je vais conclure aussi en disant que, bien évidemment, j'imagine que cette visite aura suscité des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans notre chat et nous y répondrons avec plaisir. Au revoir et à bientôt.